Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les lundis pédagogie d'Agrinium pour continuer notre découverte de différents jeux utilisés en formation. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous parler du jeu Roots of Tomorrow qui arrive très prochainement. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Vincent Pétignot, qui est le responsable de la société Gamabilis qui travaille avec nous. Et puis Philippe Janot, qui est enseignant-chercheur avec AgroSup et qui témoignera sur la partie enseignement. Pour rappel, ouais, vous êtes bien arrivé, oui, parce que là, il y a des déconnexions. Pour rappel, je vous précise que vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. La première, c'est le chat, le bouton de chat ou converser ou discussion qui vous permet de nous donner des informations, de nous faire part de vos soucis techniques. Et l'autre rubrique est la rubrique QR, questions-réponses, qui vous permet de poser les questions aux intervenants. Et donc, n'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent qui va introduire la présentation du jeu. Vincent, si tu peux partager ton diaporama et nous allons pouvoir démarrer. Vincent. Alors, Vincent, j'ai l'impression que tu as un souci. Bon, là, il y a un premier petit souci avec une entreprise de jeux sérieux. C'est étrange. Donc, Vincent, Philippe, tu es là? Excusez-nous hein, pour le démarrage un peu difficile. Oui, moi je suis là. Pardon. Bon, Je suis désolé, j'avais perdu le son. alors, Philippe, tu es aux États-Unis, donc quand même, tu peux te montrer aux Pardon. Oui, participants. Voilà. bonjour à toutes et à tous. Et Bonjour. Vincent, si tu peux partager ton diaporama et nous allons pouvoir démarrer après ce petit intermède de soucis techniques. Ça y est, on a le son, on a l'image. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Péquignot, donc le fondateur de Gamabilis. Je ne sais pas si Philippe, tu m'as présenté. Tu peux aller un peu plus loin, effectivement. Voilà. C'est bon, c'est à l'écran, tu peux y aller. Parfait, merci. Donc, voilà notre projet Roots of Tomorrow, un jeu de simulation et stratégie que je vais vous présenter. C'est un projet très ambitieux qui vise à faire un jeu à la fois grand public et à la fois qui s'adresse au monde agricole, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement technique, à la formation continue. Et donc, nous avons un projet qui présente un jeu à la fois grand public, ouvert à tous, et un module de jeu plus pédagogique sur lequel nous allons faire un zoom tout à l'heure avec Philippe Janot qui participe au conseil scientifique du jeu. Voilà, ça consiste à inventer l'agriculture de demain. Alors, c'est un jeu de simulation et stratégie, donc très simplement, on gère son exploitation agricole, on gère sa ferme, mais on la gère dans un temps relativement long, pendant 10 ans, avec l'objectif de la faire évoluer. La faire évoluer, on a résumé ça avec cette tagline « Inventons l'agriculture de demain ». Le travail que nous avons fait avec le monde agricole, avec les scientifiques, c'est autour de l'agroécologie. Alors l'agroécologie, donc c'est un terme qui commence à être connu. On va dire que c'est globalement l'ensemble des techniques agricoles qui permettent une agriculture plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Mais c'est une vision assez large et c'est cette vision que nous essayons de présenter dans le jeu, y compris le débat qui va autour des grandes options de cette vision. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres jeux orientés agroécologie. Je le disais, sensibilisation du grand public et outils pédagogiques. C'est ce qui en fait un projet ambitieux. On pense que pour provoquer le changement, pour entraîner le changement,
il est nécessaire à la fois de parler au grand public et à la fois de parler au monde agricole. Bien sûr, le changement, il est directement porté par le monde agricole. Le monde agricole, ce sont bien sûr les agriculteurs, mais c'est aussi l'ensemble des personnes qui travaillent avec les agriculteurs. Et pour que cette transition puisse avoir lieu, il nous semble nécessaire qu'elle soit aussi accueillie et comprise par le grand public. D'où cette idée de projet qui s'adresse aux deux publics. Pour le dire vite, ce n'est pas juste une présentation marketing où on veut parler à tous. Hein, c'est vraiment le jeu qui va avoir deux niveaux de difficulté principaux. Un niveau qui va être plus simple pour le grand public et un niveau un peu plus complexe pour le monde agricole. Donc, c'est un jeu en 3D temps réel, vu de dessus. C'est-à-dire qu'on voit sa ferme et on voit les éléments qui bougent, les personnages, les machines agricoles qui fonctionnent. Donc, on voit le fonctionnement de l'exploitation. Ce sera un jeu PC et mobile. PC et mobile, c'est-à-dire qu'un joueur pourra jouer simultanément à la même partie, enfin pas au même moment, mais il pourra jouer à la même partie à la fois sur son PC et à la fois sur mobile. Ça, c'est important. C'est un jeu en tour par tour. Et donc, il y a des tours où il y a plus de réflexion, des tours où il y a moins de réflexion. On peut très bien faire des tours plus complexes, comme les tours de fin d'année, ou les tours au moment des récoltes, les faire sur son PC. Et puis ensuite, quand on a un petit moment, on fait avancer le jeu, comme un SimCity, par exemple, ou comme un Civilization. Il y a des tours plus simples et on les fait sur mobile pour les faire avancer. J'ai cité donc Inspiration, Civilisation notamment, et d'autres jeux de simulation. Il y aura 3 scénarios gratuits, c'est-à-dire que le jeu a été cofinancé par des partenaires. Ces partenaires nous permettent de mettre à disposition des scénarios gratuits. Et il y aura des scénarios payants qui seront proposés aux joueurs s'ils souhaitent jouer plus longtemps ou jouer à d'autres thématiques. On gagne comment? Alors, on gagne avec des scores sur ces 4 dimensions. C'est le concept de multi-performance. Performance environnementale, économique, sociale et sanitaire. Il est nécessaire d'avoir une note minimum. On ne peut pas avoir uniquement une très bonne note sur un des critères et 0 sur les autres. Il faut avoir une moyenne et on ne peut pas avoir en dessous de certaines notes. Donc ça, c'est tout un système que nous sommes en train de mettre en place. Donc, je l'ai dit, il y a 3 scénarios. Donc, on part d'une situation de départ qui est précise. Donc, on n'a pas la possibilité encore de définir exactement sur mesure comment on souhaite avoir son exploitation. Ça, c'est un choix que nous avons fait pour être sur un point de départ un peu restreint, pour simplifier le départ. En revanche, ensuite, les choix qui sont possibles pour les joueurs sont très larges. Il y a le choix des techniques, des méthodes, le choix des cultures. Il y a le choix aussi de la stratégie en termes d'aide de l'État et d'aide de l'Europe. Il y a l'aspect ressources humaines, le travail de l'exploitant, de ses salariés éventuels. Il y a des relations avec le voisinage. Il y a l'aspect, bien sûr, entrepreneur, c'est-à-dire que l'agriculteur, il doit aussi vendre ses productions. Et puis, il y a ce qui est inhérent aussi à l'agriculture, les imprévus, les aléas qui interviennent. Pour vous montrer rapidement la maquette d'un tour. Donc, un tour, voilà, on est sur un personnage, on choisit un personnage, on a un personnage qui est caractérisé, qui a un profil. Et suivant son profil, il y a des choses qui sont plus ou moins simples à faire, des actions qui sont plus ou moins simples à faire dans le jeu. Et ensuite, on choisit ses actions, on a plusieurs actions. Il y a des actions qui sont des actions à 1 ou 2 tours et des actions plus long terme. Si par exemple, on décide de faire une conversion à l'agriculture biologique, ça se fait sur un grand nombre de tours, puisque ça se fait sur plusieurs années. Donc, ce sont des choix qui impactent à moyen long terme. Donc, voilà les 3 scénarios gratuits qui sont de la polyculture élevage autour des porcs, des moutons et des bovins. Vous voyez que chaque scénario est associé à une région puisqu'on a voulu prendre des caractéristiques réelles. Donc, ce n'est pas une exploitation à chaque fois qui est en France. Elle est quelque part en France avec le climat de la région, avec les performances de la région et avec les statistiques de la région. Et puis, il y aura un scénario payant autour de l'agriculture urbaine. Je vais faire un zoom un peu sur ces indicateurs. On en discutera tout à l'heure aussi avec Philippe Janot, puisque ça fait partie des éléments importants
un travail en profondeur avec des étudiants. Donc là, nous avons les 4 grands axes: économique, environnemental, social, sanitaire. Comme je l'indiquais, il faut avoir 3 sur 5 à chaque indicateur et un score global de 4 sur 5 à la fin de la partie. Chaque indicateur se décompose en indicateurs plus précis. Chaque axe se décompose en 12 indicateurs que vous voyez ici. Et donc, l'ensemble, il est possible de piloter l'ensemble des indicateurs tour après tour pour identifier les conséquences des actions qui sont prises par le joueur. Alors, un petit zoom. Alors, non, je vais m'arrêter là. Je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous montrer aussi un peu à quoi ressemble le jeu. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Philippe Jeannot, qui va nous dire un petit peu, lui, comment il utilise en général ce type d'outils. Et puis, on fera un zoom plus particulièrement sur notre fonctionnalité. Vincent, n'oublie pas de cocher le son et la vidéo. D'accord, oui. Alors, hop. Donc, on nous met la vidéo de présentation. Voilà, c'est parti. C'est un extrait de ce qu'on appelle la cinématique d'introduction, c'est-à-dire sur quoi s'ouvre le jeu. Donc, on voit rapidement au début une agricole plutôt ancien, Moyen-Âge. Baisse le son, baisse ton son, parce que sinon, on ne t'entend pas derrière. Vers l'agriculture de maintenant. Donc, voilà, le choix des personnages donc, qui est proposé. On voit en haut à droite la petite carte qui permet de voir aussi le village et là où on a. Et les choix des voies, les objectifs qui sont atteints ou non. Voilà, les différentes actions et conséquences des actions. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de noms. On a décidé d'avoir 3 scénarios, j'allais dire seulement parce que 3 scénarios, c'est quand même assez peu pour représenter globalement l'agriculture française. Mais ces 3 scénarios, ils sont vraiment fouillés en détail. Ils sont analysés en détail sur la base de chiffres réels issus des statistiques du monde agricole et de nos partenaires. Voilà, donc je dis un mot sur notre module enseignement et je passe la parole. Donc je vais redonner, reprendre la vidéo. Voilà, c'est bon. Voilà, donc il y aura ce qu'on a baptisé un module ou une console enseignement pour faciliter l'utilisation du jeu. Ce qui est important de voir, effectivement, c'est qu'un jeu, bien sûr, maintenant, c'est plus forcément une innovation. Il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent des jeux de tout type, qui peuvent être papier, des jeux de plateau, des jeux de cartes et des jeux vidéo dans un enseignement. Mais un des éléments importants, c'est que le jeu ne soit pas, j'allais dire, il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant doit être capable d'intégrer le jeu réellement dans sa pédagogie. Alors, donc nous, le travail a été fait pour identifier des éléments que l'enseignant va pouvoir paramétrer pour qu'il puisse réellement faire un outil pédagogique. Donc, par exemple, le premier élément paramétrable, c'est le choix du scénario. Ce serait quand même probablement un peu compliqué d'avoir dans une classe simultanément des gens qui jouent avec de l'élevage porcin, de l'élevage bovin, etc. Donc, probablement, un enseignant va dire on va se concentrer sur un type d'exploitation pour être capable de comprendre comment ça fonctionne et d'échanger dessus par la suite. Ensuite, il y a la durée de la partie. Effectivement, pour un enseignant, il faut peut-être que son cours ne dure que 5 fois 2 heures, 10 fois 2 heures, donc il va avoir à paramétrer la durée de la partie. Alors, le choix que nous avons fait sur la durée de la partie, c'est de ne pas changer la durée globale. Et donc, la durée globale d'une partie, c'est toujours de 10 ans. Mais en revanche, on va permettre d'accélérer les tours. Donc, dans la version de base, un tour égale 15 jours dans la vraie vie, IRL, comme disent les gamers, in real life.
Et là, c'est un élément qui va pouvoir être ajusté. Et donc, un tour pourra compter plus de semaines ou plusieurs mois pour qu'il y ait moins de tours dans une partie. Il y a des paramétrages qui seront aussi ouverts sur la difficulté. Les objectifs, par exemple, on peut cibler en disant vous allez maximiser tel objectif, vous allez maximiser tel objectif. Ça peut être dans une classe, une partie qui travaille sur un objectif, une partie sur un autre objectif pour échanger, pour susciter le dialogue entre les différents groupes. Et bien sûr, pour que l'enseignant puisse animer son cours, il peut suivre les élèves, avoir des bilans, des statistiques sur les parties. Donc voilà ce qui sera proposé aux enseignants. Donc je vais passer la parole à Philippe Janot. Donc Philippe Janot nous accompagne depuis, je pense, 2 ans, depuis quasiment le début du projet, dans notre conseil scientifique. Donc le conseil scientifique, ce sont des personnalités indépendantes qui s'assurent que ce qui est paramétré et ce qui est programmé dans le jeu correspond à une réalité scientifique. Donc, il y a le conseil scientifique qui est présidé par Christian Huyck, qui est directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Il y a également un membre de l'Académie d'agriculture. Il y a différents membres, la directrice générale de Vivea, et puis il y a donc un enseignant qui est Philippe Janot, qui a travaillé sur l'ensemble du jeu avec nous et qui a travaillé ensuite plus particulièrement sur ce module enseignement. Donc, pour l'instant, il ne l'a pas encore utilisé, puisque le module est encore en voie de finalisation. Il sera disponible cet été, mais il va vous indiquer un peu comment il travaille généralement et comment il travaillera, il pense travailler avec ce module par la suite. Voilà. Donc, merci Philippe, je te passe la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Janot, je suis enseignant-chercheur en économie rurale à VetaGrossup et j'ai un enseignement plutôt dédié à l'économie agricole et à la gestion d'exploitation agricole. Donc, très rapidement pour dire qu'effectivement, comme ça a été souligné, comme de nombreux enseignants, j'utilise des jeux dans mon activité pédagogique, des jeux qui ont été parfois même créés avec certains de nos étudiants. Donc, les jeux que nous utilisons sont des jeux de plateau. Je peux donner juste quelques exemples. Un jeu qui s'appelle le jeu des belliqueux, un autre jeu sur la gestion des risques sanitaires en agriculture qui s'appelle Camparisque, un autre jeu sur la conflictualité environnementale, les conflits d'usage dans les campagnes avec un jeu qui s'appelle En campagne. On utilise aussi une deuxième catégorie de jeux, plutôt des jeux de rôle, où on met les étudiants dans la peau de parties prenantes autour de différentes thématiques. Notamment, là, j'utilise un jeu qui s'appelle MIME, méthode d'initiative au métier d'entrepreneur. Et puis, une troisième catégorie de jeux qui sont plutôt des jeux de rôle en ligne, un peu à l'instar de ce qui est présenté là, et qui sont, par exemple, un jeu qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Comptable, pour discuter, par exemple, du lobbying, de la corruption des agents publics des collectivités territoriales. Mais on utilise aussi des jeux sur la tragédie des communs, sur les communs environnementaux, sur l'art de négocier la PAC à Bruxelles. Ces deux jeux-là, ils sont d'ailleurs accessibles sur la plateforme d'Agrinium, dans un parcours de formation qui s'appelle À la page. On utilise aussi un jeu sur les marchés à terme qui s'appelle Cereal Game. Voilà, donc tous ces jeux, en fait, comme ça a été dit, l'avantage c'est que ce sont des jeux qui permettent de dynamiser le cours, de sortir de la routine cours magistraux TD, de motiver les étudiants, d'ouvrir des façons d'apprendre, d'apprendre par essai-erreur, d'adapter aussi finalement l'apprentissage au rythme des étudiants. Ça permet de se mettre dans la peau aussi, bien sûr, des personnages, de mieux comprendre les difficultés qu'ils peuvent être amenés à rencontrer, les choix qu'ils ont à faire. Voilà. Et puis, ça permet de développer de l'interaction entre étudiants. Et comme ça a été dit, ça s'insère toujours dans un projet pédagogique plus large, où finalement, on utilise le jeu pour aborder des notions de manière différente et discuter ensuite, débriefer avec les étudiants. Un autre intérêt, c'est que, comme je l'ai dit, parfois, on peut même créer des jeux avec les étudiants et c'est aussi une très bonne
très bonne façon, je trouve, de faire passer certains messages. Voilà, donc après, moi, j'utilise, j'ai l'intention, bien sûr, d'utiliser Roots of Tomorrow pour différentes raisons. La première, c'est que j'utilise pas vraiment de jeux de stratégie, en fait. Il en existe. Hein. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas utilisé ces jeux-là. Et donc, quand Paris, c'est une bonne opportunité d'utiliser un jeu de stratégie, de vraiment prise de décision dans le cadre du fonctionnement de l'exploitation agricole dans son environnement. Et un autre avantage que Vincent n'a pas souligné, mais je crois qu'il va en parler, c'est que ce jeu, il va aussi être, il y aura une version en anglais. Et je pense que ça peut être aussi une façon de faire travailler l'anglais à nos étudiants de manière peut-être un peu plus ludique, un peu différente. Voilà. Alors peut-être Vincent, j'avais des points maintenant sur vraiment pourquoi Roots of Tomorrow dans l'enseignement. Je continue ou tu voulais… Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc peut-être juste pour dire pourquoi et comment moi j'envisage finalement d'utiliser ce jeu dans le cadre d'un cours de gestion et d'économie de la production. C'est dans des enseignements qui portent en fait sur la transition vers des systèmes territoriaux durables. Et finalement, bon, le jeu, là, c'est une activité pédagogique qui vient s'insérer dans cette grande thématique. Moi, les avantages que j'y vois, hein, d'abord, c'est un jeu à l'échelle de l'exploitation agricole. Et c'est utile pour se mettre dans la peau de l'agriculteur et travailler l'empathie, moi qui me semble être une compétence essentielle pour les futurs conseillers qu'on est amené à former. Hein. Deuxièmement, ce jeu, il doit nous permettre d'aborder la question de la prise de décision. Moi, je suis enseignant en gestion, donc la question de la prise de décision, les outils de la décision, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les étudiants en cours le processus décisionnel. Hein. Et ça permet aussi d'aborder des notions clés autour de l'autonomie, de l'hétéronomie, du concept de rationalité, des finalités, etc. Le troisième élément que je vois vraiment utile avec ce jeu, c'est finalement que le joueur est amené à prendre des décisions en monde complexe. Ça permet de discuter justement ce qu'est le complexe avec des boucles de rétroaction, hein, des feedbacks, avec des effets d'emballement, des effets de seuil, des effets d'irréversibilité, de création de nouveautés, de décalage spatio-temporel, d'effets en chaîne, d'effets papillons, etc. Alors, tout n'est pas abordé dans le jeu, évidemment, mais en tout cas, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser avec toutes ces interactions auxquelles on a à faire face et qui permettent d'aborder cette question autour de la complexité. Et du coup, en abordant la thématique de l'agroécologie et de ces transitions, on peut discuter finalement aussi avec les étudiants d'autres notions de résilience, de robustesse, d'efficience, d'optimisation, d'adaptation au changement, en fait, aux aléas. C'est ça qui nous permet aussi d'ouvrir sur des thématiques. Autrement dit, on aborde finalement la question avec ce jeu, moi je trouve, de l'approche systémique du changement, l'approche systémique des transitions. Et tout ça, ça nous permet d'élargir finalement les considérations et de faire prendre conscience que gérer, piloter une exploitation, c'est sans cesse négocier avec un environnement complexe, incertain. Et ça, je trouve que voilà, ces jeux, et en particulier celui-là, je pense qu'il va nous permettre de faire ça. Et puis, c'est un jeu qui aborde aussi différents indicateurs de performance. Et c'est l'occasion aussi de discuter la façon dont on représente le monde avec nos indicateurs et la mesure, le changement de métrique. Hein, c'est quelque chose finalement qui est fondamental et c'est au cœur des processus de changement. Donc, il faut imaginer une nouvelle métrique. Et là, évidemment, on s'appuie sur quand même des choses qui font sens, quoi, mais et qui existent déjà depuis longtemps. Mais voilà, amener la dimension sanitaire, par exemple, c'est aussi quelque chose qui ouvre vers d'autres façons de mesurer les actions, la prise de décision.
Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Très bien, merci les beaucoup. usages possibles voilà, Tout à fait. de ce jeu. Donc, effectivement, deux petits commentaires sur effectivement ta présentation et comment vous pensez l'utiliser dans différents cours. Ce qui est très intéressant avec ce type d'outils, nous réalisons d'autres jeux pédagogiques, c'est que nous, on a pensé certains éléments et ensuite, effectivement, l'enseignant l'utilise un peu différemment. Donc, première remarque, effectivement, on a pensé le jeu en deux langues parce qu'on s'est dit qu'il y aurait sûrement des gens à l'étranger qui auront envie de jouer. On n'a pas pensé que ça pouvait être aussi un moyen de faire travailler les étudiants sur l'anglais. Voilà, donc ça c'est intéressant et c'est aussi pour ça que nous allons, c'est prévu que après le déploiement, que ce soit grand public ou dans l'enseignement, nous allons faire une analyse, une étude d'impact avec, dans le cadre d'une thèse de socio-anthropologie que nous finançons. Donc notre doctorante Hélène Birlouez fera une étude d'impact pour aller voir comment le jeu pédagogique s'est intégré à des enseignements et en quoi il peut générer un impact, c'est-à-dire sensibiliser, dire mieux, plus vite, différemment en tout cas, qu'un cours traditionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui sera analysé et c'est compliqué d'avance de dire ce qu'il en sera, mais en tout cas, on sait qu'il y a des choses que l'on n'a pas prévues qui seront forcément aussi mises en œuvre par les enseignants. Et puis pour terminer, un peu sur voilà, ce que Philippe appelle la vision systémique, c'est quand même le principal élément. C'est pour ça que nous avons fait le choix sur cette thématique de l'agroécologie de faire un jeu de simulation de stratégie, parce qu'un jeu de simulation de stratégie, c'est un système qui est programmé, et le joueur, le participant, joue en quelque sorte, dans le deux sens du terme, avec ce système et voit comment le système réagit. Alors, bien sûr, ce système, il est simplifié par rapport à la réalité. On est basé sur des faits réels et sur des évolutions réelles, mais bien sûr, il y a une simplification pour que ça soit, entre guillemets, jouable. Mais même les éléments qui sont simplifiés, c'est aussi un élément qui peut faire lieu d'échange, enfin, qui peut être le prétexte d'échange et comme tout modèle, l'enseignant est aussi là pour dire, voilà, un modèle, ce n'est pas la réalité, c'est une vision un peu simplifiée, mais voilà à quoi ça sert et voilà comment on peut mettre en œuvre ça dans la réalité. Donc, voilà ce type d'échange qu'on a effectivement avec l'enseignement. Et donc, comme je le disais, on a rencontré des enseignants des lycées agricoles. Donc, le jeu sera diffusé également en lycée agricole. Et puis, nous travaillons également avec des acteurs de la formation continue, comme les CETA, par exemple. Donc, on a rencontré plusieurs CETA qui ont échangé sur comment ils pourraient mettre en œuvre le jeu. Voilà. Donc, j'en reste là. Je pense que, Philippe, je te donne la parole peut-être pour la Oui, séance de questions. effectivement, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Et donc, peut-être juste une petite blague sur qu'il y a dans le chat. La version anglaise aura-t-elle un nom français? Vincent? Alors, on a souvent on a eu souvent cette réflexion. Le monde agricole et nos partenaires en particulier regrettent un peu qu'il y ait un titre principal en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit le sous-titre Inventer l'agriculture de demain. En fait, il y a un titre en anglais pour une raison toute simple. C'est comme le jeu va être diffusé sur des plateformes internationales, donc Steam pour la version PC notamment et les versions mobiles sur App Store et Google Play. Pour optimiser le référencement, c'est important d'avoir qu'un seul titre, en fait, et de ne pas avoir le jeu référencé. On pourrait avoir une version française référencée en français et une version anglaise référencée en anglais, avec un titre anglais. Mais ça handicape le référencement. Et donc, pour optimiser le référencement, comme on a une ambition internationale, on a choisi, comme tous nos jeux, d'avoir un titre en anglais. Voilà. Donc, d'où le fait que le titre est en anglais. Ok, merci Vincent. Et puis peut-être aussi une petite précision, parce que tu as introduit en disant que c'était un jeu qui abordait la transition agroécologique. Tu as donné l'impression que c'était le seul jeu qui abordait la transition agroécologique et depuis notre début du cycle, on en présente plusieurs. Et d'ailleurs, il y a une question qui a dû déjà vous être posée, c'est sur le lien au jeu Segae que nous avons présenté et qui est issu d'un projet européen et qui parle aussi de stratégie de transition écologique. Alors, deux choses. En fait, oui, il y a bien sûr d'autres jeux sur l'agroécologie. À notre connaissance, c'est le seul qui ait une vocation grand public. Même si des jeux comme Sega, ils ne sont pas stricto sensu réservés à l'enseignement, ils ont été quand même pensés pour
pour l'enseignement. Et c'est d'ailleurs un programme européen qui finance des programmes d'enseignement. Donc là, c'était la remarque vis-à-vis de l'agroécologie. Dans le grand public, il y a beaucoup de jeux de farming, c'est même un segment du marché, hein, le jeu agricole, avec bien sûr Farming Simulator, etc. Mais ces jeux-là n'abordent pas l'agroécologie. Ils parlent de l'agriculture en général, donc ils parlent un peu d'agroécologie, mais ils ne sont pas orientés spécifiquement là-dessus. Alors, sur Segae, effectivement, on a échangé avec l'équipe. Eux, ils ont sorti le jeu un petit peu avant nous. Donc, il y a des logiques communes. Il y a des choix qu'ils ont faits qui sont un peu différents. Par exemple, Segae est sur un rythme annuel, donc c'est quand même une grosse différence dans le rythme de jeu, hein. On joue année après année. Nous, dans la version grand public, on joue par 15 jours et dans la version seulement, on peut aller jusqu'à 3 mois, mais donc ce n'est pas du tout le même rythme. Ensuite, Segae se sont concentrés sur un type d'exploitation, à ma connaissance. Et ensuite, ils ont fait un jeu qui est moins graphique, hein. Ils nous l'ont dit, ils ont moins mis d'argent dans les graphismes que nous. Donc ça, c'est le choix que nous avons fait d'être sur les deux. Donc voilà, c'est deux outils qui peuvent être tout à fait complémentaires et qui n'abordent pas les mêmes thèmes exactement, même si l'angle, on va dire l'angle global qui est produire autrement, hein, qui est le résumé de enseigner à produire autrement, qui est quelque part le slogan de l'enseignement agricole en France. Évidemment, ils s'inspirent de ce slogan, donc évidemment, ils ont la même orientation. Ok, alors maintenant, il y a une question. D'abord, des questions autour de la conception, et après, on verra autour des usages. Une question de Pierre relayée par plusieurs autres participants. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont les scénarios ont été construits, comment sont établis les scores, et au niveau économie, ces scores sont-ils calculés sur des évolutions de marge? Comment les complémentarités culture-élevage sont-elles prises en compte? Et puis, il y a une question de Gilles complémentaire sur comment ont été définis tous les indicateurs qui peuvent être mis dans la même. Oui. Alors, je commence par celle-là, c'est plus simple. En fait, on est parti de certains travaux existants, dont un qui s'appelle les indices de durabilité, je crois, qui est un travail qui doit être universitaire, je ne sais pas d'où, je ne me souviens plus de la source exacte, il date d'il y a quelques années, donc on est parti de cette base-là. Ensuite, on a travaillé, alors on a en gros, dans les partenaires qui nous aident à concevoir le jeu, on va dire grosso modo des personnes qui viennent du monde de la recherche, de l'enseignement et des personnes qui viennent du monde agricole. Sachant que dans le monde agricole, il y a aussi des personnes qui font de la recherche, qui est plus la recherche appliquée, qui sont les instituts techniques des filières. Et donc, en fait, c'est l'ensemble des discussions que nous avons eues. Donc, on a défini, on a proposé, et chaque acteur, chaque expert qu'on a contacté nous a donné telle idée, telle idée. Alors, quelle a été la difficulté? Ce n'est pas tant de trouver les indicateurs. En fait, on en aurait trouvé plein, des indicateurs. La difficulté, c'était de se dire, on veut les mêmes indicateurs pour l'ensemble des scénarios, pour que des joueurs puissent se comparer, même s'ils n'ont pas choisi le même scénario. C'est ça qui était un peu compliqué, parce que le travail des filières, les filières ont des indicateurs qui leur sont spécifiques. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes impacts. Par exemple, pour donner une chose, l'impact gaz à effet de serre, il est bien plus fort pour la filière bovine que pour la filière porcine, etc. Bref. Donc voilà pour le travail sur les indicateurs. La conception, donc, elle a été faite de la manière suivante. Donc on a un conseil scientifique qui donne l'orientation globale et qui est garant de la ligne éditoriale, qui nous a dit, par exemple, il y a tel chemin de transition, ce qu'on appelle chemin de transition, qui sont importants. Le conseil scientifique nous a dit, par exemple, il y a tel chemin de transition. Par exemple, l'agriculture biologique, dans cette filière, elle est peu représentative, mais justement, c'est intéressant d'en parler. Elle ne représente que 2% de la production, justement, c'est intéressant de l'évoquer. Sur certains sujets, on est allé jusqu'à avoir aussi des choses qui sont un peu expérimentales. Donc, il y aura ces éléments-là dans un scénario ultérieur, hein, qui est en cours de réflexion. Et donc, il y a à la fois des techniques qui sont éprouvées et qui sont en train d'être déployées par les agriculteurs, et à la fois des techniques qui sont un peu plus novatrices, puisque on cherche à se projeter dans 10 ans. Donc, voilà le travail de conception. Donc, le conseil scientifique qui est le garant de la ligne éditoriale, et ensuite des experts issus des filières, issus des régions. Les régions, par exemple, nous ont aidés à définir
quelle était l'exploitation type de la région Bretagne ou de la région PACA, pour partir d'un point de vue le plus réel possible. Donc voilà la phase de conception. Je ne sais pas si j'ai oublié une partie de la question. Oui, comment les complémentarités culture-élevage sont-elles prises en Ah compte? oui, alors ça c'est majeur, hein, vous avez vu, si on a fait ce choix-là, c'est parce que ça a été identifié comme un des chemins critiques de transition, à la fois pour la filière céréalière et à la fois pour la filière élevage. Et donc c'est pour ça que finalement on voit apparaître des filières polyculture élevage sur lesquelles justement il y a des scénarios d'évolution simultanés. Donc en fait, il y a un des scénarios qui revient, un des chemins de transition vraiment, qui revient à être autonome en protéines. Donc, si je veux être autonome en protéines, qu'est-ce que je cultive? Quelle surface je dois cultiver pour nourrir? Est-ce que j'ai trop de bêtes par rapport à ma surface? Est-ce qu'il faut que je monte ma surface, etc., etc. Donc là, il y a effectivement toute cette synergie qui est bien prise en compte. Et Et c'est donc, vraiment le justement, travail là qui a été fait avec les filières. Ouais. et du tout, une question de Simon, comment l'échelle territoire-filière a été pris en compte dans le jeu? Est-ce que c'est centré uniquement sur l'exploitation ou est-ce qu'il y a, par exemple, possibilité d'échange polyculture-élevage entre exploitations agricoles, par exemple? Alors, il y a des échanges qui sont possibles, mais ce n'est pas du multijoueur. C'est-à-dire que tous les échanges, si moi je gère mon exploitation, tous les échanges que j'ai à l'extérieur de mon exploitation sont avec ce qu'on appelle des PNJ dans notre jargon, des personnages non jouables. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont animés par l'intelligence artificielle du jeu. Donc on va pouvoir échanger, etc., avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, c'est monojoueur. Là, c'est un pur choix budgétaire. Simplement, le multijoueur, ça multipliait le budget par 2 ou 3. Donc, on a fait ce choix-là d'être monojoueur. Tout de suite, bien sûr, le conseil scientifique avait envie qu'on fasse du multijoueur, qu'on simule le marché, etc. Ça, c'était beaucoup trop complexe. Donc, on est resté sur cette base-là, mais il y a des échanges qui sont possibles avec d'autres personnages. Et on espère bien, dans une version ultérieure, avoir cette fonctionnalité multijoueur. Et sur la construction du jeu, est-ce qu'il y a eu un recalibrage des scénarios et des indicateurs directement avec des agriculteurs? Il y a des agriculteurs qui participent, tout à fait, sur l'ensemble des scénarios, soit directement, soit par les filières. Mais voilà, nos interlocuteurs sont très, très proches des agriculteurs. Dans les filières, c'est vraiment eux nos interlocuteurs. Il y a à la fois les instituts techniques et les agriculteurs. Donc oui, ils sont tout à fait impliqués. Ok. Il y avait une question de Julien là sur le. Bon, tu as bien dit que c'était joué en solo, mais du coup, par exemple, quand il y a de la mise en commun de matériel agricole, c'est pris en compte ça dans les possibilités dans la stratégie des agriculteurs, du joueur? Alors, j'ai un doute. Je sais qu'on l'avait envisagé, la mise en commun de matériel. Je ne sais pas si c'est resté dans la V1, pour être tout à fait honnête, mais oui. Mais ça a été envisagé et c'est envisagé d'une manière quand même monojoueur. C'est-à-dire, je partage avec d'autres joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs réels. Mais c'était un élément qui était envisagé, effectivement. Ok. Alors maintenant, plus des questions autour du. Ah non, il y a quand même une question une question de Gilles autour du choix du personnage. Y a-t-il un effet du choix du personnage sur le cours du jeu? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, ça serait juste décoratif. Non, c'est pas juste décoratif. Les personnages, ils ont des forces et des faiblesses, comme dans un jeu vidéo, sauf que là, c'est pas l'intelligence, la force, la ruse. Là, on a 4 axes. Alors, je ne les connaissais pas de tête et je les retrouve pas, mais il y a l'axe, par exemple, il y a l'axe gestion. Il y a l'axe chance aussi quand même, il y a l'axe technique. Donc technique, on va pouvoir mettre en œuvre des choses plus complexes ou en tout cas, on va les mettre en œuvre plus rapidement. L'axe gestion, on va être favorisé dans les aspects financiers et notamment dans les discussions qu'on va avoir avec sa banque, par exemple. Et l'axe chance, si on a un personnage qui a plus de chance, on aura moins d'aléas que ceux qui ont moins de chance. Donc là, on a 4 personnages. Donc c'est une part qui rend aussi ludique l'ensemble. Donc on peut faire une partie et la refaire avec un autre personnage. Ok, alors il y a une question de Théo. Si la variation, enfin, dire la variété des techniques culturales ou techniques d'agriculture, est-ce que par exemple l'agroforesterie ou la permaculture sont des pistes qui sont explorées dans des chemins de transition? Oui, mais pas dans les 3 qui sont mentionnés là, puisque ça s'y prêtait un
peu moins, à ma connaissance. En revanche, on est en train de travailler, on prévoit déjà. Donc là, les 3 scénarios, ils sont présentés, ils seront disponibles à l'été en version publique. Il y aura une version bêta qui sera disponible dans la deuxième partie du mois d'avril. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir un accès anticipé à la version bêta, vous pouvez contribuer à la fois au projet de manière à participer au test et aussi de contribuer financièrement, puisqu'on a lancé une campagne Ulule qui a lieu en ce moment de crowdfunding. Donc, vous pouvez, à partir de 10 € participer au jeu, avoir accès au scénario agriculture urbaine et avoir accès avant tout le monde à la version bêta. Et donc, effectivement, dans cette version bêta, il n'y aura pas l'aspect agroforesterie et il n'y aura pas l'aspect permaculture, mais on prépare une V2 qui sera probablement disponible fin d'année ou début 2022, dans lequel on va aborder des aspects autour du maraîchage, dans lequel on abordera plus facilement ces techniques d'agroforesterie et de permaculture. Ok, donc il y avait une question autour de besoin de bêta-testeurs. Donc tu dis oui, tu veux bien être mis en contact. Et donc la personne qui nous a, puisqu'il n'y a pas son nom, la personne qui nous a proposé d'être bêta-testeur, bah, Tout à fait. Donc, sur le site vous me de répondez par mail voilà, et sur je le site vous de mets en Gamehabitat, lien. vous pouvez s'inscrire et sur la campagne Ulule également. Ok, alors maintenant, on va parler un peu des usages. Pour un tour de jeu, il y a une question de Christine. Est-ce qu'il y a une appropriation possible en 2 heures de temps ou il faut beaucoup plus pour pouvoir utiliser le jeu dans des séquences pédagogiques? Euh, pour s'approprier le jeu pour la séquence pédagogique? Non, non. Combien de temps un enseignant doit prévoir pour utiliser le jeu dans une progression pédagogique? Est-ce qu'il faut des séances en amont et en aval? Est-ce que ça peut être utilisé en auto-formation? Et puis ensuite, si on veut le faire utiliser aux étudiants, est-ce que combien de temps il faut si les apprenants doivent être en présence de l'enseignant? Alors, je vais dire nous ce qu'on a imaginé, puis peut-être Philippe, tu voudras dire toi ce que tu imaginerais toi dans tes cours ou ce que tu as déjà fait. Donc, notre idée, c'est effectivement qu'il y ait un lancement, une présentation du jeu et un lancement du jeu par l'enseignant en cours, pour que l'enseignant pose lui-même les objectifs pédagogiques de la séquence, les thèmes sur lesquels il souhaite que les étudiants travaillent et comment cela va se dérouler. L'idée, c'est que cette séquence de lancement, ça soit de l'ordre d'une heure, 1 h 30, où il y a à la fois la présentation du jeu et à la fois la présentation des objectifs pédagogiques. Le jeu en lui-même est relativement facile de prise en main. Il y a des introductions, des tutos comme dans les différents jeux. Ensuite, c'est plutôt un jeu, moi je l'imaginais plutôt de cette manière-là, c'est plutôt un jeu que les étudiants utilisent entre les cours et peut-être toutes les 3-4 semaines ou toutes les semaines, si le cours est plus resserré, faire un point avec les étudiants sur où ils en sont, sur leurs difficultés, sur comment ils ont avancé, mais pas forcément les faire jouer en cours, leur faire des tours en cours. Ensuite, comme je disais, la durée de la partie peut être ajustable. Donc ça, c'est très important. Si un enseignant a par exemple un cours par mois pendant 10 mois, il peut peut-être faire une partie assez longue. Si en revanche, il fait quelque chose de plus resserré, il fera une partie plus rapide. Donc nous, on a estimé, si on joue avec le rythme normal, qui est un tour de jeu pour 15 jours, sur 10 ans, ça fait 260 tours. Grosso modo, on a estimé à 10, 12 heures, 13 heures, 13 heures, 15 heures maximum de jeu. Et donc, on peut accélérer la partie de l'ordre d'un facteur 3 à 4. C'est à peu près ce qu'on a estimé. Et donc, probablement, on peut réduire une partie à 2 heures, 2 heures et demie si l'enseignant souhaite qu'elle soit plus courte. Donc ça, c'est des choses, bien sûr, qui seront ajustées aussi une fois qu'on aura les premiers retours des enseignants. Donc voilà, nous, comment on l'a pensé. Maintenant, peut-être, Philippe, tu as une autre vision. Oui, et puis peut-être en complément de la réponse, Philippe, il y a une question de Maxime. Quel est le retour des étudiants sur l'utilisation des Serious Games en général et prennent-ils réellement conscience de leur apprentissage? Donc, tu peux peut-être prolonger avec cette question-là aussi. Oui, d'accord. Oui, donc, le jeu, en tout cas ce jeu, mais aussi ceux qu'on utilise, comme je l'ai dit, s'inscrivent toujours dans un projet pédagogique.
et on ne donne pas, mais je pense qu'il y a des enseignants qui sont derrière le PC et qui sont bien conscients de ça et qui pratiquent exactement la même chose que ce que je peux faire. C'est-à-dire, voilà, le jeu s'inscrit bien dans notre projet de formation. Ensuite, moi, j'utilise les jeux de différentes façons. Soit c'est en cours inversé, donc finalement, je propose des temps libres pour les étudiants pour jouer. Donc ça, c'est au lieu d'avoir 2 heures de cours magistraux, eh ben, j'ai plus qu'une demi-heure. Et puis, ils vont jouer 1 heure et puis on va débriefer une demi-heure. Bon, voilà. On fait des aménagements de ce type. Après, ça peut être plutôt, alors là, hors temps de formation, où on dit, voilà, effectivement, ce jeu-là, ben vous essayez, c'est entre guillemets du travail personnel. Vous avez à jouer et la semaine prochaine, on débriefera dans le module. On peut aussi, des fois, nous, on l'a fait, c'est utiliser, finalement, faire des challenges. Donc, proposer aux étudiants de démarrer le jeu et puis, dans un mois, on regardera quels sont les résultats atteints et là aussi, on débriefera. Mais ça, c'est aussi hors heure de cours. Il y a bien sûr, dans certains cas, il y a des moments vraiment en cours où on joue. Donc là, l'idée, c'est comme l'a dit Vincent, c'est d'introduire le jeu, de jouer avec les étudiants, démarrer, et puis ensuite, bon, ben, selon les situations pédagogiques, soit faire des cours inversés ou plutôt du travail en autonomie. En plus, moi je pense, nous, en tout cas en école d'ingénieurs, ce qui est aussi intéressant et qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui partent en césure. Et il nous semble intéressant que ce jeu-là, il peut être utilisé dans le complément de formation, puisqu'on a des étudiants qui sont avec un statut en césure, un statut d'étudiant, et ils ont 200 heures de cours à suivre. Donc, ce genre de dispositif permet aussi de proposer, de compléter l'offre de formation quand on est, par exemple, en césure. Et puis, la question que tu posais, Philippe, c'était sur la prise de conscience des apprentissages. Sur la prise de conscience des apprentissages. Alors, après, moi, je ne sais pas comment ça se passe dans l'établissement. Nous, on a, mais je pense que beaucoup pratiquent ça. On essaie de faire, bien sûr, de la remédiation et puis de travailler la réflexivité des étudiants. Donc, ça suppose du temps pour débriefer, discuter avec les étudiants de finalement ce qu'ils ont compris et de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont appris. Et c'est aussi une façon d'intégrer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Donc, ça fait partie vraiment du travail. Oui, peut-être sur ce que disait Philippe, il y a effectivement une fonctionnalité que Philippe évoquait, qui est la fonctionnalité de compétition et de challenge. Donc, c'est aussi quelque chose qui sera disponible. Donc, l'enseignant peut soit l'utiliser en module, entre guillemets, normal, c'est-à-dire créer une partie qui est partagée par les étudiants, et il peut aussi décider finalement de les laisser libres, se débrouiller, mais créer une émulation et donc créer une compétition entre les joueurs. Et ça, c'est possible de le faire au niveau de la classe ou au niveau du lycée ou entre les lycées. Et certains de nos partenaires vont organiser des compétitions autour du jeu. Ça veut dire… Pardon. Vas-y. Pardon, oui. Non, juste un complément pour dire, je parlais de la césure, mais on a aussi des étudiants qui vont en stage en exploitation agricole. Et moi, j'imagine que l'étudiant pourrait aussi utiliser le jeu avec son maître de stage ou, pour discuter, pour jouer les deux et se confronter finalement. Voilà. Et donc, ça peut être aussi une façon de sensibiliser des agriculteurs. Donc, là, ça peut être intéressant pour engager un dialogue aussi, hein, un bon support pour échanger entre agriculteurs et étudiants et pas simplement se retrouver dans la situation où l'étudiant est là en train d'attendre que l'information d'agriculteurs vienne, mais on ait une autre façon finalement d'instaurer du dialogue, de la discussion, du débat. Ok, donc il y avait une question de Denis sur l'utilisation possible de ce jeu auprès de groupes d'agriculteurs, mais du coup, vous rajoutez, donc là, tu avais en partie répondu, Vincent, puisque tu disais que tu travailles avec des CETA, mais
En plus, l'intérêt, effectivement, c'est de travailler entre apprenants, étudiants et agriculteurs dans le cadre de la relation stage-stagiaire. Très bonne idée, je pense, effectivement, hein. Du coup, puisque là, effectivement, dans le module enseignant, on pourra créer des challenges, ça veut dire qu'il y a des différences entre la version grand public et la version enseignement? Alors, les scénarios sont les mêmes. Sauf que le scénario payant, évidemment, l'enseignant ne va pas payer, mais il pourrait à la rigueur demander à ses étudiants de payer le scénario. Mais je pense qu'il va plutôt travailler sur les scénarios gratuits. Donc, les scénarios sont les mêmes. En fait, ce qui est un petit peu différent, c'est que l'enseignant en fait, peut restreindre les choix des joueurs. Donc, il peut accélérer la partie, je le disais, en ayant des tours qui durent plus que 15 jours. Il peut supprimer certains choix pour orienter les joueurs. Voilà, c'est ça ce qu'il peut faire. Mais le contenu, sinon, est le même. Alors, il y a une question qui revient sur la conception de Laurie. Les aléas climatiques sont-ils pris en compte dans le jeu et sous quelle forme? Et par exemple, est-ce qu'il y a un scénario sécheresse? Alors, les aléas, alors, le climat est pris en compte de deux manières différentes. Il est pris en compte dans la partie aléatoire du jeu et il est pris en compte également dans le changement climatique, puisqu'on a considéré qu'en 10 ans, on pouvait faire changer un peu le climat des différentes régions, puisqu'il y aura une évolution qui est déjà connue d'ailleurs, étant donné que l'évolution des gaz à effet de serre est connue sur les 10 prochaines années, et donc l'évolution du climat est connue. Donc c'est un élément qui est pris en compte. Alors évidemment, ce n'est pas à plus 10 degrés, parce qu'évidemment c'est sur 10 ans, mais quand même, ça sera significatif. Ok, petite question maintenant sur le modèle économique. Il y avait une question de Pierre. Combien ça coûte le jeu, si ce n'est pas indiscret, la conception, quel est le budget? Et puis sur le modèle économique, étant donné qu'il y a 3 scénarios sur 4 gratuits, peut-être c'est 2 questions liées. Donc, est-ce que tu peux parler business un peu sur l'intérêt d'une société de faire ce jeu accessible gratuitement pour beaucoup de gens? Alors gratuit, ça veut dire que quelqu'un paye, hein. Vous vous souvenez de la blague de François Hollande, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. C'est gratuit parce que nos partenaires financent ce jeu gratuitement. Et donc, il y a actuellement 6 partenaires confirmés, 2 ou 3 qui sont encore en discussion. Pour les citer, donc, nous avons 3 interpros, celles de la filière bétail, donc bovin, ovin essentiellement, porcin et céréales avec l'interpro passion céréales. Nous avons 2 régions partenaires, Bretagne et PACA. Et nous avons comme partenaire également, ce qui n'est probablement pas une surprise, le crédit agricole. Donc l'ensemble de ces partenaires ont contribué au financement du jeu, et donc le jeu est gratuit et a un mode de jeu gratuit, et c'est pas du faux gratuit, c'est-à-dire qu'on peut jouer une partie entière gratuitement. On ne va pas être bloqué comme dans Candy Crush, je ne vais pas pouvoir finir la partie. Les 3 scénarios que nous avons faits, qui ont été donc cofinancés par scénario, sont gratuits et resteront gratuits. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Ces partenaires pensent, à raison, que ça fait partie de leur mission de parler d'agroécologie, de sensibiliser à l'agroécologie, et donc ils financent ce jeu comme ils peuvent financer un salon, un cours, une chaire, etc. Donc c'est le même type de mécanisme. Donc c'est bien un financement qui nous sert à la production, c'est pas un jeu publicitaire, donc les partenaires, ils ont participé aux échanges, bien sûr, mais la ligne éditoriale, elle est sous la direction du conseil scientifique. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est important pour les partenaires, parce que les partenaires, ils veulent contribuer à un jeu, et ils ne veulent pas être non plus accusés de faire du greenwashing en parlant d'agroécologie comme ça. Et non, c'est vraiment un jeu qui aborde ces sujets-là de manière scientifique. Donc, voilà la partie gratuite. Ensuite, il y a 2 éléments qui sont payants. Il y a la console d'enseignement qui sera facturée aux enseignants avec un prix à la classe, mais qui sera assez modéré, qui sera de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et donc, je l'ai indiqué également, il y aura des scénarios payants. Donc là, c'est le pari qu'on fait, nous, d'avoir une base de joueurs suffisamment passionnés qui, une fois qu'ils auront fait tous les scénarios gratuits, auront envie de faire quelque chose de différent. Et donc, notamment, on va proposer à partir de la version de 2022, début 2022,
un scénario sur l'agriculture urbaine. Donc là, c'est un scénario qui sera en vente plutôt de l'ordre d'une quinzaine d'euros sur les stores et qui permet d'avoir un jeu un peu différent pour les joueurs. Et donc, l'ensemble doit nous permettre aussi, le module d'enseignement, sa facturation va nous permettre aussi de mettre à jour ce module pour qu'il soit toujours bien à jour. Et les ventes vont nous permettre aussi de mettre à jour le jeu chaque année, puisqu'il y a des évolutions, notamment réglementaires. Et donc, on veut continuer à les mettre à jour. Ça, c'est le budget pour le mettre à jour. Et ensuite, si on a de nouveaux partenaires, ce que j'espère bien, dans ce cas-là, on abordera de nouvelles thématiques. Donc, on a déjà déposé des dossiers avec deux nouvelles régions, pour lesquelles on parlerait notamment d'élevage laitier. On échange aussi avec d'autres partenaires potentiels. Et l'idée, ça sera d'enrichir le jeu au fur et à mesure. Donc concrètement, pour l'enseignement technique, s'il y a des profs de lycée agricole ici, c'est dans les régions. Pour l'instant, ce sera gratuit dans les régions qui soutiennent le projet, mais pas dans les autres régions. Non, Et tout à fait. Donc, les régions qui soutiennent le projet, c'est public, hein. Elles se financent à hauteur de 30 000 euros. Et donc, pour cette subvention, ils ont accès au jeu, au module enseignement. Pour les autres enseignants, le jeu sera diffusé par Educagri Édition, qui diffuse déjà le matériel pédagogique pour les enseignants. Donc, ils pourront passer par leur commande habituelle lorsqu'ils achètent du matériel pédagogique. Ils pourront également l'acheter. Donc, il y aura effectivement une licence qui sera valable par classe, qui d'accord. sera sur ce budget-là. Ok, alors il y a deux petites questions. Là, on a bientôt terminé. Concrètement, avec ma classe, je peux commencer quand? Septembre Septembre, ou oui. septembre, hein? Ok. Donc, Et pour les enseignants en plus, si vous voulez, enfin, j'imagine que vous voulez anticiper un peu, donc il y aura également une version bêta du module enseignement qui sera disponible avant l'été, donc probablement au mois de juin. Et donc, il y aura possible d'accéder à cette version bêta pour préparer, pour vous familiariser avec le jeu et préparer vos cours de l'année prochaine. donc Luc qui pose la question, vous pouvez vous mettre en contact avec Vincent ou vous passez par moi si vous n'avez pas ses coordonnées. Et il rajoute s'il faut financer, il faut le prévoir. Le prix de la licence, en gros, ça va être quoi du cadre édition? Alors, je suis resté un peu vague parce qu'on n'a pas tout à fait fixé. On est encore en train de discuter avec eux, mais ça sera de l'ordre de quelques centaines d'euros maximum. Oui. Et donc, est-ce qu'il y aura un système de certification et contrôle au niveau des outils et intrants utilisés, par exemple? C'est-à-dire, système de contrôle au niveau des intrants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, par exemple, ça s'intègre dans des normes, dans des labels de type haute valeur environnementale dans les exploitations, etc. Alors, oui, alors je réfléchissais en même temps. Je ne sais pas si c'est au niveau des intrants, mais il y a bien des labels, mais plutôt au niveau de l'aval. Et donc, j'ai plus en tête, mais il y a plusieurs labels qui sont possibles au niveau de l'aval. Voilà, oui, ça oui. D'accord. Ok, on a terminé, mais il y a Gilles qui aimerait que tu puisses redire, alors on va pas l'écrire, mais que tu puisses redire le nom de la doctorante que vous êtes en train de, ou que vous avez recrutée pour, puisque Gilles fait partie d'un groupe de chercheurs qui s'intéresse beaucoup au jeu. Donc, si tu peux lui redonner le nom, s'il te plaît. Oui, alors, donc elle s'appelle Hélène Birlouez. Donc, vous pouvez aussi, vous retrouverez son profil sur le site de Gamabilis. Donc, elle a commencé sa thèse il y a 18 mois. Donc, elle commence à avoir déjà pas mal travaillé. C'est une socio-anthropologue. La thèse porte sur la performativité des jeux vidéo et plus généralement de l'expérience vidéoludique. Donc, le jeu dans son environnement, y compris pédagogique. Et c'est une thèse qui n'est pas uniquement une thèse de sociologie, puisqu'il y a des aspects liés à la psychologie cognitive qui sont pris en compte dans la réception du jeu. Donc voilà, elle s'appelle Hélène Birlouez et vous pouvez la contacter par mon intermédiaire ou par le site de Gamabilis. Elle sera très heureuse d'échanger avec d'autres chercheurs du domaine. Merci beaucoup, merci à tous. Et donc, je vous précise que nous poursuivons l'exploration des jeux pendant tout le mois d'avril, avec une petite coupure le lundi de Pâques. Mais sinon, nous poursuivrons la semaine prochaine par un nouveau jeu. À bientôt et bonne semaine. Au revoir à tous. Merci à Merci, vous. au revoir. Au revoir.